Nous recevons et nous accueillons au sein de la commission d'enquête M. Vincent Drosé, qui est secrétaire général de Solidaires Finances Publiques, qui, si j'ai bien compris, est le successeur de l'ancien syndicat des impôts unifiés. Donc, une commission d'enquête ici est composée à la proportionnelle des groupes. Que la commission d'enquête a été demandée par le groupe de Madame la rapporteure, le groupe CRC. Et nous allons vous poser des questions et vous allez nous donner votre sentiment sur le CIR. Je dis en abrégé car j'imagine que le CIR, vous connaissez parfaitement l'objet de la commission d'enquête. Vous rappelez que on doit dire la vérité devant la commission, avec la vérité, et que vous avez prêté serment. Et vous demandez d'observer une vraie confidentialité de ce qui se passe à la commission d'enquête. Voilà. Alors, monsieur Vincent Drosé, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, monsieur le président. Je vous en remercie. Alors, la réunion comporte deux phases. Une première phase où vous expliquez en 10 minutes, 10-12 minutes, votre avis sur le CIR. Et ensuite, la rapporteure vous pose un certain nombre de questions. Ensuite, l'ensemble des sénateurs vous questionneront, poseront des questions en fonction de ce que vous nous aurez dit. Et puis, il n'est pas interdit d'avoir des suggestions pour améliorer le dispositif, car nous pensons majoritairement qu'on peut peut-être l'améliorer. Voilà, vous avez donc la parole, monsieur Drosé. Merci, je pense qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Peut-être le plus simple est-il que je vous expose le petit travail qu'on a sorti, qu'on a baptisé rapport, et qui sortira à nouveau cet été dans une version actualisée, puisque nous sommes actuellement dans une phase à la fois au niveau syndical de consultation de nos adhérents qui sont dans les directions, notamment les directions spécialisées du contrôle fiscal, et d'autre part, avec l'administration, il y a une série de groupes de travail qui portent sur divers aspects du contrôle fiscal, et nous reviendrons sur le crédit impôt recherche. Alors, on suit un certain nombre de dispositions fiscales dans le crédit impôt recherche qui nous alertent à plusieurs titres. Si je prends une chaîne un peu logique, il y a d'abord l'opportunité de faire une mesure dérogatoire pour un objectif louable et légitime. Il y a ensuite, l'assiette même, le dispositif en lui-même, sur lequel je dirais quelques mots, le contrôle, qui est véritablement au centre de nos préoccupations. Et puis, évidemment, il y a la partie, entre guillemets, proposition. Mais mon propos sera fiscal, sachant qu'évidemment, le crédit impôt recherche, par nature, il englobe, c'est à la fois la politique fiscale et la politique de la recherche. Et là, je ne suis pas compétent en matière de recherche. On dresse déjà un certain nombre de constats très rapidement sur les mesures dérogatoires, parce que je pense que le constat est solidement établi désormais que les politiques fiscales, depuis un certain nombre d'années, ont souvent été marquées par une grande complexité, une grande instabilité du fait des mesures fiscales dérogatoires qui sont nombreuses, coûteuses. Donc ça, c'est un peu la toile de fond. Et s'agissant du crédit impôt recherche, ça n'échappe pas à la règle, puisqu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, de changements, source tout à la fois d'insécurité juridique pour les entreprises, mais également de grands questionnements pour les agents des finances publiques. La dernière réforme en date 2008 a voulu simplifier le dispositif, mais a permis, selon nous, une explosion du coût du crédit impôt recherche, et qui nous semble aujourd'hui un instrument difficilement contrôlable et qui appelle un certain nombre d'interrogations. Alors, sur le coût, je pense qu'il y a un certain nombre d'exposés qui ont porté sur l'évolution, j'allais dire l'explosion du coût budgétaire du crédit impôt recherche, ce qui pose quand même question dans la période actuelle, surtout si on s'interroge sur la pertinence du crédit impôt recherche et la façon dont il est contrôlé. S'agissant de l'assiette du crédit impôt recherche, nous avons dit à plusieurs occasions qu'elle était permissive. Permissive dans le sens où elle autorisait, elle comprend un grand nombre de dépenses, notamment les dépenses de personnel, qui représentent plus de la moitié de l'assiette du crédit impôt recherche. Et à l'occasion, mais j'y reviendrai, de contrôle, on s'est interrogé sur l'assiette du crédit impôt recherche, puisque légalement, je vais dire peut-être pas légitimement, c'est bien là que le débat se porte, le crédit impôt recherche englobe un grand nombre de dépenses qui fait qu'il est artificiellement gonflé, il est gonflé, parfois même artificiellement gonflé. Il autorise des crédits d'impôt d'un montant substantiel qui aujourd'hui avoisine les 6 milliards d'euros par an. Donc l'interrogation sur l'assiette, nous la vivons, nous la portons au travers du bilan que l'on peut faire du contrôle. Donc je vais surtout axer mon propos
sur ce terrain-là. En faisant au passage le constat que les instruments juridiques de type rescrit fiscal ou contrôle à la demande, qui sont en tout cas officiellement présentés comme des éléments de sécurisation pour les bénéficiaires du crédit impôt recherche, sont quasiment inexistants. S'agissant du contrôle à la demande, il est pour ainsi dire inexistant. Et s'agissant du rescrit, on observe une baisse du nombre de rescrits depuis 2011, ce qui nous interroge, puisque une des questions que les entreprises nous posent, c'est la sécurité juridique, mais cette sécurité juridique, il y a une réponse en matière de rescrit fiscal et il est très peu utilisé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la procédure est complexe, elle est parfois peu connue, je pense notamment à certaines PME. Des entreprises s'interrogent sur les suites du rescrit, notamment en termes de contrôle, bien qu'en réalité, le rescrit engage l'administration et de ce point de vue-là, lorsque les termes du contrat sont respectés, il n'y a pas de contrôle. Donc on s'interroge, nous, sur les instruments qui se situent, j'allais dire, en amont du contrôle fiscal, qui sont très peu utilisés. Le bilan qu'on fait, très rapidement, très schématiquement, c'est qu'on pense qu'un certain nombre d'entreprises, par ignorance, par crainte ou par intérêt, ne souhaitent pas utiliser ces dispositifs. Et ce qui nous interpelle, c'est les entreprises qui n'y ont pas intérêt, évidemment. Le contrôle fiscal du CIR, lui, soulève de nombreuses questions. Alors, je précise juste que l'analyse que nous faisons vient du terrain, c'est-à-dire que ce sont des vérificateurs qui contrôlent le crédit impôt recherche ou qui traitent les réclamations contentieuses, qui nous ont fait remonter un certain nombre de données. Tout d'abord, quelques chiffres. Contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, le taux de couverture du crédit impôt recherche est assez faible. Puisqu'aujourd'hui, même si la part des redressements en matière de crédit impôt recherche dans le contrôle fiscal total excède 2%, en réalité, toutes les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche, c'est-à-dire 15 000, ne sont pas contrôlées, loin de là. Donc il y a un taux de couverture qui nous semble insuffisant quantitativement, mais surtout qualitativement. Ce qu'on a, nous, repéré, si j'ose dire, dans le contrôle du crédit impôt recherche, c'est d'abord une très grande complexité, c'est-à-dire une complexité dans la mise en œuvre d'un contrôle global, à la fois par la Direction générale des finances publiques et par les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est pour nous un point crucial, c'est qu'aujourd'hui, à la fois faute de moyens, mais peut-être faute de courroie de transmission efficace, peut-être faute d'une orientation claire donnée et à nos services et à ceux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la coordination marche mal. Les remontées que nous avons, c'est que, manifestement, nous n'avons pas aujourd'hui, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les moyens d'assurer un contrôle efficace. Je vais prendre un exemple. Dans les directions de contrôle fiscal d'Île-de-France, les DIRCOFI, les demandes d'expertise, le recours au service du ministère de la Recherche, je vais faire court, je vais l'appeler ministère de la Recherche, ne sont étudiées que si le crédit impôt recherche lui-même est d'un montant significatif, c'est-à-dire 250 000 € ou peu. Ce qui, du coup, peut vouloir dire que pour un montant inférieur, il n'y a pas de recours à l'expertise. Et faute du recours à l'expertise, notre travail se borne à effectuer un certain nombre de calculs formels sans avoir de vue réelle sur le projet lui-même qui donne lieu à l'attribution d'un crédit impôt recherche. Lorsque l'expertise est mise en marche, les remontées que nous observons, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a une validation. Et dans les contacts que nous pouvons avoir, notamment avec des agents dans les délégations interrégionales du ministère de la Recherche, il s'avère qu'eux-mêmes sont parfois un peu frustrés, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, du temps qu'ils passent à l'expertise, du temps qu'ils passent dans l'entreprise, c'est-à-dire peu de temps, ils ne se déplacent pas toujours. Lorsqu'ils se déplacent, ils y passent peu de temps, parce que faute de moyens, ils se trouvent évidemment confrontés à souvent une équipe qui représente l'entreprise, qui entre directeur administratif, un chercheur, etc., explique que le projet relève bien du crédit impôt recherche, et de ce fait-là, eux-mêmes sont souvent un peu démunis, ce qui les conduit à valider très souvent le projet. Et donc, par suite, nous procédons au calcul formel que j'évoquais tout à l'heure pour attribuer le crédit impôt recherche. Donc, on a véritablement cette question, alors que sur certains cas types, nous avons pu observer que des dépenses étaient artificiellement rattachées au crédit impôt recherche, des dépenses de personnel de soutien, par exemple, des salariés qui avaient été abusivement, on peut le dire comme ça, qualifiés de chercheurs, tout cela pour gonfler artificiellement l'assiette du crédit impôt recherche. Et de ce fait, le crédit impôt recherche qui était alloué englobait un certain nombre de dépenses qui n'auraient pas dû rentrer dans le crédit impôt recherche. Je pense à des dépenses de séminaires qui, au-delà du titre, ne portaient pas sur un projet de recherche particulier, mais étaient par exemple dirigés sur la stratégie commerciale de l'entreprise. Donc on voit que l'assiette elle-même très large, je disais permissive,
est optimisée, mais parfois même contournée, pour tout simplement la gonfler et donner lieu au crédit impôt recherche. Autre observation sur l'assiette, la question du fameux plafond. Le plafond pour notamment les filiales d'un groupe fiscalement intégré. On a pu observer que tout à fait légalement, mais là encore, c'est bien la question de la légitimité qui se pose, les groupes fiscalement intégrés optimisaient le crédit impôt recherche pour faire remonter au stade du groupe une créance sur l'État particulièrement importante. Il y a également la nature de certaines dépenses, de certains projets, qui peut être posée au sein de la direction de vérification nationale et internationale. Une ou deux remontées dernièrement nous ont fait état de dépenses dans les institutions bancaires et financières pour développer le trading à haute fréquence. On peut s'interroger sur la légitimité, la pertinence d'un tel projet. S'agit-il de recherche ou pas d'ailleurs, et avec l'impact qu'on peut avoir en matière d'activité financière. Donc on le voit que l'assiette est tellement large qu'elle est difficilement contrôlable, d'autant plus qu'elle fait intervenir deux entités publiques, deux ministères, et nous nous trouvons souvent désarmés face à des projets que nous, agents des finances publiques, nous n'avons pas les compétences de qualifier, que les services du ministère de la Recherche, encore une fois, le ministère de la Recherche pour faire court, eux-mêmes sont parfois démunis pour remettre en cause. Et puis souvent, ce sont des projets particulièrement complexes. Donc voilà en deux mots ce qu'on peut dire, sachant qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire valoir, le cumul du crédit impôt compétitivité emploi et du crédit impôt recherche, l'optimisation lorsqu'on loge des brevets dans des filiales et qu'on déduit de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et des redevances que l'on a payées après avoir bénéficié du crédit impôt recherche. Il y a toute une chaîne d'optimisation qui donne parfois lieu à une chaîne de fraude, la frontière étant tenue. Et donc, pour nous, se pose la question du recentrage, du reciblage. C'est une minute sur les propositions pour essayer de rendre, si l'action publique doit passer par une mesure fiscale dérogatoire, pour rendre ce crédit impôt recherche plus efficace. Il y a tout d'abord peut-être plus d'informations à avoir sur le crédit impôt recherche, notamment sur le contrôle et sur la nature des redressements fiscaux qui ont été opérés au cours des dernières années, je pense notamment depuis la réforme de 2008. Établir pour nous un suivi détaillé et qualitatif du crédit impôt recherche est indispensable en termes d'information du Parlement, notamment pour essayer de voir quelles sont les améliorations à apporter. Il y a sans doute, du côté de la mécanique fiscale, un dispositif à créer, à instaurer pour éviter qu'une entreprise qui a précédemment bénéficié du crédit impôt recherche puisse déduire de son bénéfice des redevances suite à une cession de brevet. Et lorsqu'on a un crédit impôt recherche et qu'on déduit des redevances, c'est pour nous une double peine pour les finances publiques. Il y a l'amélioration du contrôle du crédit impôt recherche qui passe à la fois par peut-être une meilleure détection dans nos services, mais par une meilleure coordination avec les services du ministère de la Recherche. Il y a la question du plafond au niveau du groupe qui reste posée, puisqu'on le voit, tous les travaux qui ont porté sur le sujet ont montré que le coût du crédit impôt recherche s'envolait. On a même le dispositif le plus attractif du monde, si on en croit le ministère de l'économie et des finances lorsqu'il fait sa publicité à l'extérieur. Et peut-être que de ce point de vue-là, il y a au niveau du plafond du groupe quelque chose à faire pour rendre le crédit impôt recherche plus efficace. Il y a également l'assiette du crédit impôt recherche. Peut-être qu'elle mériterait d'être définie, notamment, je pense, aux doctorants et au taux de 200%. Peut-être qu'on pourrait également revoir cette assiette-là. L'idée, pour notre part, à partir du moment où la question politique centrale est de dire est-ce qu'il faut une mesure dérogatoire ou pas, s'il doit y avoir mesure dérogatoire, alors celle-ci doit être mieux contrôlée, mieux gérée, et manifestement des contacts qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'autres organisations syndicales ou également des experts montrent que tout le monde partage cette interrogation au-delà de la Direction générale des finances publiques. On ne peut pas se permettre de lâcher 6 milliards sans savoir quel est le retour pour l'économie et pour la recherche. Voilà, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, en 10 minutes, ce qu'on peut dire en synthèse de notre rapport qui sera actualisé très prochainement. La parole est à Madame la rapporteure. Je suis emmêlée, non mais... Merci, monsieur. Mais moi, sur le rescrit, ça nous a été dit à plusieurs reprises sur l'inutilisation, on va dire, du rescrit pour différentes raisons. Il y a différentes options, mais celle qui revient, qui nous est la plus fréquemment opposée, c'est quand même celle de la peur de se voir déclencher un contrôle fiscal. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que dans les PME notamment que nous avons entendues ou rencontrées lors de nos visites, celles-ci disent être contrôlées très très régulièrement. Donc voilà. Et je m'interroge, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur les rappels, le montant, les contentieux éventuellement. J'ai cru comprendre que les motifs de rappel étaient principalement des motifs de personnel, de dépenses de personnel, de requalification de personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus, peut-être, dans un premier temps? Alors, et j'entends ce que vous dites sur les redevances. Alors, c'est quoi votre idée, au fond, sur cette question de la redevance? Parce que certainement, on peut mettre en avant aujourd'hui la pratique que vous dites. Je ne dis pas qu'elle est systématique, mais la localisation de la redevance des brevets dans des unités X ou Y installés dans des pays, disons, avantageux, certainement est utilisé. Est-ce que vous pouvez, parce que vous l'avez cité, donc est-ce que vous pouvez nous dire plus? Est-ce que vous avez des éléments plus concrets de ce point de vue-là? Et puis alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Parce que la question de la difficulté du double contrôle, à la fois les moyens, bien sûr, mais pas seulement les moyens, la difficulté aussi d'être en capacité de porter un avis sur une recherche de la part notamment du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pardon. C'est vrai qu'il est global maintenant, donc j'ai tendance à tout dire. Est-ce que vous pouvez un peu développer Alors, sur ces points, sur le rescrit, oui, le nombre a chuté. On était à 342 en 2011. On est à 104 en 2010 de mémoire, pardon, et je me suis noté en 2013, on était à 189. C'est vrai que la peur du contrôle joue, mais alors peut-être qu'il manque une partie de pédagogie sur le rescrit, puisque le rescrit engage les deux parties, y compris l'administration. Donc le rescrit est notamment pour des entreprises qui ne sont pas assez bien conseillées. J'aurais pu évoquer les conseils qui ont une stratégie offensive pour essayer de faire en sorte, voilà, pour que les PME bénéficient du crédit impôt recherche. Alors, je ne mets pas encore une fois tous les cabinets dans le même panier, bien sûr, mais il y a toujours des pratiques excessives. Alors, sur le rescrit, l'instrument en tant que tel n'est pas mauvais, puisqu'il est préventif. En théorie, il apporte même une garantie aux deux contractants, c'est-à-dire l'administration et l'entreprise, et notamment pour les PME, puisqu'il y a quand même des dispositions particulières pour les PME, il pourrait être favorable. Alors, c'est toujours, enfin, c'est un peu la fiscalité et le royaume des idées fausses, hein, et on l'a particulièrement en matière de crédit impôt recherche. Et s'agissant, je disais tout à l'heure, le taux de couverture du crédit impôt recherche est assez faible, puisque moins de 7% des entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche donnent lieu à une vérification de comptabilité. Par contre, ce que l'entreprise peut entendre comme étant un contrôle, c'est parfois des demandes d'information, plus ou moins informelles. Évidemment, lorsque vous bénéficiez d'un crédit impôt recherche et qu'on vous demande des documents, l'entreprise peut se dire je suis contrôlé. Donc, mais en réalité, le vrai contrôle fiscal au sens vérification de comptabilité est assez peu développé, contrairement à, encore une fois, ce qui est dit. Donc ça fait partie des royaumes des idées fausses. Je pense qu'à partir du moment où il y a une information statistique fiable d'une part et une information sur les différents outils qui existent, le rescrit pourrait regagner quelques couleurs. Il en va différemment du contrôle à la demande, puisqu'on est véritablement pour le coup sur un contrôle, même si l'entreprise qui demande un contrôle à la demande n'aura pas de majoration de 40 ou 80%. S'agissant du contrôle, alors, le nombre d'entreprises contrôlées a effectivement augmenté, mais parce que lui-même, le crédit impôt recherche est beaucoup plus utilisé. Aujourd'hui, nous n'avons pas le détail, et d'ailleurs ça fait partie du suivi qualitatif qu'on demande, du type de majoration qui serait appliqué sur un redressement de crédit impôt recherche. L'administration fiscale l'a, puisqu'elle a une base de données avec le module Alpage qui est assez complet. Et donc, elle peut dire combien d'entreprises ont été redressées en matière de crédit impôt recherche, quelles ont été les majorations applicables, parce que théoriquement, on est sur du 40 ou 80%. Les remontées que nous avons, c'est que suite à un contrôle, il y a fréquemment des réclamations contentieuses et que les agents qui instruisent le contentieux sont désarmés, puisqu'au stade du contentieux,
la plupart des entreprises qui formulent un contentieux envoient d'épais dossiers, on va le dire comme ça, face auxquels les agents qui ont un certain nombre de réclamations à traiter sont assez démunis, au point que certains, je recite à nouveau la direction, la DIRCOFIL de France, font eux-mêmes leur propre expertise, puisque comment dire, il n'y a pas de recours au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, le plus frustrant pour les agents de finances publiques aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être en capacité de donner un avis technique, d'avoir un avis technique, de ne pas en avoir tout simplement les compétences et de ne pas avoir l'appui technique, l'appui tactique et technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et il me semble, à toute chose étant égale par ailleurs, c'est bien là que doit se porter l'effort. Mais à ce moment-là, il faut aussi redéfinir les options, peut-être même comment dire, les orientations du ministère, puisque partie de l'activité est plutôt tournée sur la promotion du crédit impôt recherche, du crédit impôt aux jeunes entreprises innovantes, etc. Et lorsqu'il s'agit à la fois de faire la promotion d'un outil et de participer à son contrôle, il y a une dualité qui est presque schizophrène. Donc il y a peut-être, pour nous, le sentiment, c'est que cette coordination ne marche pas assez, qu'il y a peut-être un défaut, au-delà des moyens, d'orientation des services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est sans doute pour nous le point le plus crucial, parce qu'à la législation inchangée, mais même changeante, ce point est central, puisque c'est là-dessus qu'achoppe le contrôle fiscal du crédit impôt recherche. Sur les redevances, ce qui est compliqué, c'est quand même... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de propriété intellectuelle, mais une entreprise ne va pas nécessairement déposer simplement à l'INPI, elle va porter son brevet au niveau européen, etc. Et a priori, dans le contexte de libre circulation, rien ne l'empêche de céder son brevet. Donc, peut-être faudrait-il imaginer que sur un projet qui a donné lieu à un brevet, j'allais dire, quelle que soit la localisation du brevet, alors soit on empêche de céder, par exemple, le brevet, ou on met un instrument fiscal un peu plus dissuasif que le taux réduit à 15% qui existe aujourd'hui, ou on considère que, eh bien, on met pendant 5 à 7 ans une impossibilité de déduire des redevances sur ce brevet-là. Mais se posera immédiatement la question du suivi, donc du contrôle de ce type de mesures. Mais il nous semble nécessaire, en tout cas d'un point de vue philosophique et budgétaire, il nous semble anormal qu'une entreprise qui a bénéficié du crédit impôt recherche, dont je viens de faire l'analyse critique rapide, puisse ensuite bénéficier d'une déduction sur ce brevet-là, puisqu'il y a en quelque sorte une double peine pour les finances publiques. Ou alors il faut revoir tout le dispositif et passer par des aides directes, et bien à ce moment-là, c'est une autre... Enfin, on pourrait retrouver d'ailleurs qu'une entreprise qui bénéficie des aides directes pourrait également être confrontée au même problème. Donc pour nous, il y a soit le suivi d'un brevet, sachant que toutes les dépenses éligibles au crédit impôt recherche ne donnent pas lieu nécessairement à un brevet. Il peut y avoir également d'autres formes de propriété intellectuelle et d'autres formes de propriété intellectuelle. On peut passer donc par un meilleur suivi, ce qui voudra donc dire des obligations déclaratives supplémentaires pour les entreprises, mais après tout, c'est peut-être aussi une manière de rétablir les concurrences entre celles qui se livrent à cette optimisation par rapport aux autres. On peut également passer par un débat sur la taxation des cessions de brevets, puisqu'aujourd'hui, on a une imposition à 15%, malheureusement dans un contexte de concurrence fiscale européenne où les autres États eux-mêmes font un effort sur la question. Et, voilà. Et donc sur cette double en-tête, il y a un protocole qui est signé entre nos deux administrations sur lequel nous n'avons pas assez de recul, mais il semble nécessaire pour nous de développer au sein de la Direction générale des finances publiques peut-être une cellule technique qui permettrait au moins sur des demandes qui émaneraient de la direction des grandes entreprises ou de la DVNI ou des DIRCOFI, d'avoir une cellule qui suive véritablement au quotidien les demandes attribuées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et éventuellement renforcer, pas simplement la coopération, mais les échanges d'informations, le suivi, la réactivité et peut-être même, mais là je sors de mon domaine de compétences, sur le MESR, développer également une cellule plus spécifiquement dédiée au contrôle qui ne subira pas la schizophrénie, promotion, contrôle de ce ministère. C'est plus des pistes que des propositions étayées. Un témoignage ou est-ce que vous avez constaté des cas de double avantages fiscaux, à la fois CIR et étrangers, européens, par exemple? Alors, on est sur des pays à fiscalité privilégiée, on va le dire comme ça.
on est fréquemment, mais ça c'est une logique qui englobe l'ensemble des prix de transfert confrontés au phénomène de la double non-imposition, où une entreprise qui bénéficierait d'un crédit impôt recherche qui logerait son brevet à une filiale, cette filiale elle-même peut ne pas payer d'impôt sur les sociétés dans des pays de fiscalité privilégiés. Ce qui veut dire qu'au stade du groupe, qui est nécessairement international, c'est gagnant-gagnant. À la fois, je ne paye pas d'impôt d'un côté et je touche un crédit d'impôt ici. Au-delà, sur la question des prix de transfert, de manière générale, oui, on est confronté à ça, puisque le crédit impôt recherche, il faut bien voir que vous avez des coquilles montées spécifiquement pour bénéficier du crédit impôt recherche, et puis des vraies entreprises qui optimisent le crédit impôt recherche, mais qui ont une activité réelle, et qui non seulement vont jouer de ces mécanismes, mais vont parallèlement mettre en place des mécanismes en termes de prix de transfert, éventuellement sur les mêmes opérations, en faisant valoir d'autres dépenses. J'avais une question, Monsieur le Président, si vous permettez toujours que j'abuse de votre... J'abuse. Non, pas du tout. À votre connaissance, combien de contrôles des prix de transfert concernent la facturation de recherche-développement effectuée en France aux filiales étrangères par an, si vous avez une idée de ça? Je n'ai pas ce chiffre. Et j'en profite pour dire que nous avons même en interne très peu de données chiffrées, notamment sur tout le dispositif anti-abus. Et pourtant, il a beaucoup évolué avec les lois de finances rectificatives de 2009, la loi antifraude de 2013. Là encore, l'administration le communique peu. J'observe que dans le Voies et moyens tome 1, avec les résultats du contrôle fiscal, il y a des données assez intéressantes, mais que sur un certain nombre de nouveautés législatives intervenues depuis maintenant près de 6 ans, il n'y a pas de suivi qualitatif et quantitatif article par article. Et nous en sommes souvent réduits d'ailleurs à essayer de faire des sondages dans les rapports d'activité des directions nationales spécialisées ou des directions spécialisées pour essayer d'avoir une vue sur l'article 257, le 209B, enfin un certain nombre d'articles qui relèvent du dispositif anti-abus. Voilà. Monsieur Berson, on n'a pas de questions. Est-ce que vous avez entendu parler des cabinets vous savez qu'il y a des cabinets qui, pour les entreprises, les conseils, parfois même les incitent avec des problématiques curieuses, parce qu'ils ne les accompagnent même pas jusqu'au bout du contentieux fiscal. Et est-ce que dans ce genre de situation, est-ce qu'on a des possibilités de réagir vis-à-vis de ces gens qui se comportent mal ? Alors oui, on en a entendu parler. Il y a schématiquement 2 sortes de cabinets, ceux qui vont délivrer un vrai conseil jusqu'au stade du contrôle et du contentieux, et puis les autres qui font partie de ce qu'on appelle, nous, l'industrie de la défiscalisation, qui sont ceux souvent qui se rémunèrent le plus grassement, puisqu'on a des taux qui atteignent 15 à 20%. Pour nous, il faudrait appliquer la même logique qui peut prévaloir en TVA lorsque vous avez une chaîne frauduleuse et qu'on fait valoir le principe de solidarité. C'est-à-dire, éventuellement, alors poursuivre, en tout cas fiscalement, les rendre solidaires du paiement, ce qui nécessiterait évidemment une saisine de la justice, et ils pourraient être condamnés à payer tout ou partie de la créance fiscale. C'est quelque chose, c'est un peu l'arme nucléaire, c'est quelque chose de très important et qui sans doute poserait problème, mais on a quand même beaucoup de témoignages là aussi de PME qui n'ont pas souhaité, qui ont craint de venir auprès de nos services se renseigner auprès du crédit impôt recherche. Typiquement, une entreprise qui n'aurait pas voulu de rescrit, qui serait allée chercher l'expertise ailleurs et qui serait allée chercher une expertise chez celui qui parle le mieux et qui a des arguments commerciaux. Voilà. Et donc, qui lui a fait miroiter un crédit impôt recherche. Malheureusement, ça arrive. Ce sont les entreprises les moins armées juridiquement. Ce ne sont pas des grosses entreprises. Souvent, malheureusement, ce sont des PME un peu délaissées. Pardon ? Bien sûr. Elles ne sont pas outillées, mais le redressement fiscal leur incombe. Et c'est particulier sur la voie du plan du droit fiscal. Malheureusement, nous, on ne peut pas poursuivre, entre guillemets, réclamer le paiement à cette entreprise-là. Il faut la voie judiciaire, et ça mériterait peut-être d'être creusé. Là aussi, je pense que le principe pourrait être encore une fois, c'est une arme nucléaire, mais il suffit que ça soit utilisé 1 à 2 fois par an, sur des cas particulièrement excessifs, qu'on rende solidaire du paiement, tout ou partie du crédit impôt recherche frauduleux,
une entreprise qui, parce qu'elle n'a pas assisté en cours de contrôle, parce qu'elle a eu des agissements, alors après ça mérite d'être qualifié juridiquement bien sûr, mais ça pourrait être une piste, sans quoi malheureusement ce type de pratique risque de se développer, surtout dans la période actuelle. Sur la répartition géographique, on a auditionné, on est même allé dans les départements et les régions, regardez, j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait la même organisation partout. Est-ce que c'est lié au seuil des 250 000 € dont vous avez parlé? D'ailleurs, qu'en dessous de 250 000 €, si j'ai bien compris, les contrôles sont plus ou moins aléatoires. Et au-dessus de 250 000 €, ils sont à peu près réguliers. Et la DGFiP nous a dit qu'il y avait 1200 contrôles par an. Est-ce que c'est lié à cette organisation géographique ou est-ce que... Parce qu'en réalité, on ne voit pas tellement pourquoi il y a un seuil de 250 000 €, on va dire. Non, il n'obéit pas à une logique propre, c'est simplement un montant, relativement arbitraire. Pour nous, le seuil de 250 000 €, c'est le seuil en dessous duquel on ne recourt pas à l'expertise. Donc ce sont des petits crédits impôt recherche, on peut le dire comme ça. Nous, à la DGFiP, la manière dont est vécu le crédit impôt recherche, c'est que c'est plutôt, non pas l'exclusivité, mais l'apanage des directions spécialisées du contrôle fiscal. On rencontre plus fréquemment le crédit impôt recherche dans les DIRCOFI, qui ont une compétence interrégionale, ou dans les directions nationales spécialisées. Une observation sur les services des impôts des entreprises qui gèrent les dossiers de tout à chacun, avec la direction des grandes entreprises pour les 15 000, enfin maintenant les 30 000 plus grandes entreprises. Elles n'ont pas les moyens de procéder à un contrôle purement formel du crédit impôt recherche. Donc, y compris l'orientation étant plutôt de rembourser rapidement, qu'il s'agisse du crédit impôt recherche, du crédit impôt compétitivité emploi, de toute créance que les contribuables peuvent détenir sur l'État, eux, leur travail se borne malheureusement à mettre à jour et mettre en paiement. Géographiquement, nous n'entendons plus particulièrement parler du crédit impôt recherche en Île-de-France, mais comme on a environ 60% du potentiel fiscal en région Île-de-France, c'est souvent là que se matérialisent, y compris les gros problèmes. Voilà, on peut le dire comme ça. Puisqu'en dessous, lorsque c'est du ressort d'une brigade départementale de vérification, celle qui vérifie les PME, il y a peu de recours à l'expertise et peu de contrôle sur le crédit impôt recherche. Vous avez dit que c'était difficilement contrôlable. C'est parce qu'en réalité, il faut faire un périmètre avec un expert scientifique. Et en réalité, l'administration fiscale, on va dire classique, est un peu en difficulté pour mettre en place un périmètre, puisque c'est quand même l'expert qui est capable de dire il y a le saut scientifique, etc., technologique ou pas. Alors, est-ce que vous admettez, vous, l'administration normale, fiscale, est-ce que vous suivez systématiquement l'expert ou est-ce que vous êtes des spectateurs engagés ou des spectateurs tout court dans le fait de retenir tel ou tel périmètre? Je vous appelle à retenir le terme de spectateur. En tout cas, on est très passif et dépendant de ce qu'ils vont nous dire, puisque ce sont eux qui ont la compétence et qui vont nous lire. Enfin, l'essentiel du contrôle, le contrôle de fond se fait par eux. Nous tirons les conclusions de leur contrôle. Donc nous sommes dépendants. À Clermont-Ferrand, des impôts aussi, ça existe toujours. Si, maintenant c'est une école des finances publiques. Il y a Clermont-Ferrand, Lyon, Noisiel et Noisy et Toulouse pour le cadastre. Mais je pense que c'est la question du lien entre les deux administrations. Ça paraît difficilement surmontable, ce côté, parce que vous avez besoin quand même d'un expert qui est capable de dire scientifiquement c'est une vraie recherche. C'est lié à la nature même de la matière. Oui, c'est pour ça que c'est difficile de préciser dans une formulation écrite comment renforcer la coopération. Les remontées nous font état d'une certaine dualité. Schizophrénie, le terme est un peu fort des services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisqu'ils font la promotion et le contrôle. La question des moyens, on a dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne un exemple très précis d'un stagiaire qui a été envoyé pendant 2 heures dans une entreprise assez importante de la région pour valider un crédit impôt recherche. Ce que le pauvre stagiaire a fait, évidemment. Mais il y avait une créance substantielle et il y avait quand même quelques indices, ça aurait mérité un approfondissement. Donc,
Est-ce que, mais ce sont des questions, nous avons, nous, pour détecter la fraude, l'analyse risque. Est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, là, j'imagine que oui, probablement. Comment c'est utilisé, comment c'est dirigé? Est-ce qu'il y a des services peut-être un peu plus spécialisés dans la dimension contrôle technique? Ça, c'est important. Et puis, moi, ce que j'observe, c'est que les demandes des vérificateurs sont transmises. Il y a très peu de points de rencontre physiques, j'entends, entre les deux administrations. Et peut-être qu'il faudrait avancer différemment. Mais le problème, je vais vous dire, auquel on va être confronté, si on devait organiser, par exemple, dans le cadre du débat oral et contradictoire, des entrevues avec un représentant de la DGFiP, un autre du ministère, et puis le contribuable, ça prendrait beaucoup de temps et ça serait inévitablement classé comme non prioritaire et ça ne se mettrait pas en cause. C'est pour ça que, sans insister sur la question des moyens, c'est quand même bien ça qui est au bout du compte posé. Enfin, pour ce qui me concerne, dernière question. Le ministre que nous avons auditionné il y a quelques jours nous a expliqué qu'il allait mettre, parce que forcément il y a un secteur conflictuel, mettre en place une mission d'arbitrage. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que ça servira à rien, quoi, ou si ça... Voilà, c'est-à-dire un endroit où on pourra respecter le droit, c'est-à-dire que ce sera contradictoire. Voilà. Donc une mission, je ne dirais pas de conciliation, mais de médiation. Voilà. Il nous a indiqué ce que nous allions d'ailleurs faire en recommandation dans nos recommandations. C'était une des recommandations que nous apprêtions à faire. Parce qu'en réalité, on voit bien que tout conflit a besoin, à un moment donné, d'une confrontation normale, quoi, entre ceux qui... Donc, ça nous semblait bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui vous concerne? Oui, alors dans le cadre du plan dit de contrôle citoyen, il y a plusieurs instruments qui ont été mis en place dans cette commission spéciale crédit impôt recherche. J'allais dire pourquoi pas, mais elle vient en bout de course. Voilà. Je dis pourquoi pas, mais elle vient pour trancher un litige, elle vient en bout de course. Ce qui nous intéresse au-delà de, je disais, la légitimité du crédit impôt recherche, de son assiette, etc., c'est que dès le stade de la programmation, de l'identification d'un risque potentiel de fraude, qu'on puisse avoir une meilleure coordination, un meilleur suivi en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour l'instant, il n'existe pas. Cette commission vient en bout de course, alors avec un avis éclairé et sous réserve du délai d'un tas de choses. Bon, en soi, pourquoi pas, mais ça ne règle pas la question cruciale. C'est au moment où un service va programmer un dossier et où les voisins vont le prendre en contrôle fiscal, que se passe-t-il pour évaluer la réalité du projet, la réalité de son éligibilité au crédit impôt recherche. Et c'est bien là que le bas blesse. On a eu quelques remontées suite à la présentation au mois d'avril, le 16 avril, du ministre de cette commission, d'agents qui est affecté en contentieux et qui nous disaient de toute façon, lorsqu'un contentieux, vu l'assiette du crédit impôt recherche, vu ce qu'elle permet d'englober, le juge tranche dans plus de 90% des cas en notre défaveur. Donc de toute façon, cette commission ira dans le même sens. Il y a d'autres questions? Mais oui, j'aurais voulu que vous nous disiez quelques mots sur la pratique du contrôle des dépenses sous-traitées, notamment à l'étranger, en France et à l'étranger. Et deuxième question, est-ce que les délais d'expertise du CIR laissent la prescription fiscale ou bien celle-ci est-elle suspendue pendant le temps du contrôle de l'expert? Alors, on n'a pas de problème particulier sur la question de la prescription, puisque on n'a pas de retour il n'y a pas de suspension à ma connaissance, même si j'avoue que ça mériterait approfondissement. Voilà. Et de la même manière, sur les dépenses sous-traitées à l'étranger, je n'ai pas de retour de dossier aujourd'hui dont je pourrais tirer un enseignement. Donc, je m'en resterai dans mes limites. Le ministre a laissé entendre que sa commission donnera un avis, mais comme les autres avis, le ministre il fait ce qu'il veut ensuite, donc l'administration. Merci, monsieur le secrétaire général, monsieur Drozé. Merci à vous, monsieur le président. À ce déplacement, à ces questions. Merci bien. Notamment vos propositions, différentes propositions, même si vous voulez les étayer davantage,
puisque... Oui, je m'en suis tenu, pardon, de dernier mot, mais comme on essaie d'organiser des remontées qui se font un peu désirer, notamment sur les 2 derniers points, enfin notamment sur l'externalisation de manière générale, simplement à l'étranger. On attend des remontées, et donc je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous répondre. Je ne vais pas inventer un propos qui ne m'est pas remonté. Merci.